Aujourd'hui, je suis avec Paul, Bazin de Daphne, et Jasmine qui est derrière la caméra, Manek et Anaïs chez Caporn. Aujourd'hui, on est ici pour vous parler de la notion de play dans le VC. On va y revenir, mais avant de vous présenter le sujet, Paul, tu peux t'introduire, nous dire quelques mots sur toi. Ouais, moi ça fait un peu moins de 3 ans maintenant que je suis chez Daphne, équipe d'investissement. Ouais. Donc depuis le début en fait de la période d'investissement de Daphne. Moi j'étais ingénieur, passé par une école de commerce, Ouais. arrivé un peu comme tout le monde, en tout cas les juniors, en stage chez Daphne. Ok. Et converti, je suis resté après parce que j'étais bien chez Daphne. Justement, pour revenir à notre sujet, donc cette notion de play dans le VC, on va essayer de comprendre déjà de quoi il s'agit, quelle est l'utilité de ce terme et comment fonctionnent justement les VC par rapport à ça. Et l'objectif pour l'entrepreneur, c'est d'optimiser son discours. Un play, c'est un anglicisme qui est tout simple pour dire un pari, le pari que va faire le VC. Le pari que va faire le VC, il va choisir un entrepreneur pour sa vision, mais généralement les plays, les 2-3 plays qui sont des enjeux critiques, vont être identifiés par l'entrepreneur et en adéquation avec le VC vont être établis afin d'être surmontés. Donc l'objectif quand un VC fait un play, c'est d'identifier les points positifs d'une société, l'équipe, le produit, en tout cas tous les points existants, et de définir 1, 2, généralement maximum 3 enjeux critiques à surmonter. Et l'objectif, c'est dans les prochaines années d'accompagner l'entrepreneur pour qu'il surmonte ces points qui sont extrêmement critiques pour arriver à sa vision. On va donner quelques exemples de plays. Aujourd'hui, est-ce que, Paul, tu peux me citer dans votre portefeuille un play fort que vous avez fait, une vision d'abord que vous avez achetée chez une entreprise, et le play que vous avez choisi de prendre avec l'entrepreneur pour arriver à cette vision? Ouais, déjà, je pense qu'on peut revenir sur le premier point. Ouais. C'est obligatoire d'acheter la vision de l'entrepreneur. En gros, il faut qu'on soit d'accord, aligné sur la même vision qui est de prendre, de devenir global et de devenir le leader de son marché. Ouais. Et là où on peut avoir, alors pas être en désaccord, mais pas vraiment savoir comment y aller, c'est justement tout ce chemin qu'il y a entre la réalisation de cette vision et là où il en est aujourd'hui. Ouais. Il a pu prouver avant, parce que généralement on investit en série A, donc avant qu'il sait exécuter et qu'il sait faire tourner une entreprise et grossir et qu'il a toutes les bases. Le play le plus clair qu'on ait vu et qu'on a acheté, c'est Give, qui va créer son marché. En gros, Give, c'est une application de don d'objet, où ils se disent il y a énormément de choses qui sont jetées aujourd'hui. On consomme beaucoup trop et on jette beaucoup trop. Et en fait, il y a plein de personnes à qui en fait, l'objet que tu viens de jeter pourrait être utile. Et donc, donner une seconde vie à un objet qui est encombrant, dont on ne veut plus, et ça peut être n'importe quoi, c'est de dire, voilà, je vais juste poster une photo et quelqu'un à côté de moi en a besoin. Et donc, c'est vraiment créer un nouvel usage, qui est l'usage du don, et plus l'usage de jeter dès qu'on n'a plus besoin. Donc, c'est un play d'adoption. Et ça, c'est un play d'usage pur et dur sur créer un usage qui n'existe pas, ou qui existe et qui est vraiment parcelé dans des toutes petites communautés, et de rendre ce truc vraiment global et que ce soit vraiment un naturel de donner. On est d'accord que ce play, excuse-moi de te couper, mais ce play que vous avez pris, c'est avant tout une conviction, parce que vous avez, je suppose, fait des due diligence, vous êtes renseigné sur le marché, etc. Et vous avez la conviction que le marché va évoluer de la sorte. En revanche, vous ne pouvez pas, rationaliser ce play. C'est-à-dire prouver par A plus B que demain, ça sera comme ça. Non, pas du tout. Donc c'est une conviction. Le play que nous, on a fait de parier sur Give, c'est-à-dire que c'est eux qui vont créer... notre conviction qu'on a, c'est que c'est Give qui va créer ce nouvel usage. C'est un play sur un sujet où un marché n'existe pas. Est-ce que vous avez des... Nous, ce dont on se rend compte chez Caporn, et ce dont je me suis rendu compte au cours des 4 dernières années, c'est que dans 90%, peut-être 80% des cas, les plays sont avant tout humains. C'est-à-dire que pour arriver à cette vision, effectivement, il va falloir recruter la meilleure équipe sales, la personne clé qui va te permettre de craquer la vente indirecte ou mettre en place une stratégie de partenariat. Est-ce que vous avez des entreprises dans votre portefeuille qui sont dans ce... Là, ce dont tu parles, en fait, ça c'est un peu d'exécution. Et c'est ce qui a été financé traditionnellement par les VC, en fait, depuis 20 ans en France.
Ouais. C'est-à-dire que voilà, c'est très clair comment tu as ta roadmap, comment tu vas y arriver. Et le play que tu faisais, c'était vraiment sur l'équipe, sur leur capacité d'exécution à faire cette roadmap qui est déjà préétablie. Et dans le portefeuille, on en a beaucoup la majorité de nos boîtes sont comme ça. Back Market, par exemple, on arrive en série A, ils ont déjà des bons metrics. Ouais. Voilà, nous, le play qu'on fait, c'est que cette équipe-là, elle va réussir à exécuter et devenir la marque référente dans le marché du reconditionné. L'idée, c'est que quand tu vas rencontrer un VC, quand Back Market arrive en série A, etc., l'idée est de prouver ou de réussir à montrer et à démontrer à ces investisseurs que tu vas être à même de recruter des talents. C'est le seul play. Le seul play, c'est OK, ces acteurs-là vont être capables de recruter les pontes de leur industrie à des postes clés. Une fois qu'il nous a convaincus de sa vision, ouais, bien sûr. parce que ça, c'est le b.a.-ba, le premier truc, de dire que, par exemple, l'exemple de Back Market, c'est de dire que le marché du reconditionné, nous, on n'a peut-être jamais entendu parler, mais il existe. Il y a des reconditionneurs qui existent un peu partout dans le monde et c'est un play digital à faire. Et pour faire ce play digital, il faut construire la meilleure équipe. Ouais. Et voilà. Et donc là, ils nous convainquent que c'est eux, ces mecs-là qui vont réussir à faire. Si je résume, vous achetez une vision, c'est ce qu'on fait aussi, on en a parlé avec Liffen, avec Give, etc. Ouais. Et ensuite, tu peux avoir des plays, ou on va dire voilà, des paris critiques où tu te dis, il va y avoir certains enjeux qui sont des enjeux de moyens qu'il va falloir lever, plus ou moins impérativement, enfin que l'entrepreneur, pour le coup, va devoir lever impérativement. On a des aspects réglementaires. Margot Bank, ça on en a aussi. Margot Bank. Ouais. Des enjeux, ouais, effectivement, moi je pensais aussi à Ornicar, dont on avait parlé à une certaine époque, où voilà, tu avais beaucoup de lobby, beaucoup d'enjeux politiques. Donc voilà, un enjeu à soulever qui peut être réglementaire. Tu as un enjeu sur des paris d'exécution qui sont des enjeux purement commerciaux et de recrutement, qui concernent finalement beaucoup de boîtes. Moi j'avais aussi des enjeux notés, donc des enjeux d'adoption, c'est ce que vous faites sur Give, ou des enjeux de positionnement concurrentiel, et c'était ton exemple de launcher, de se dire, tu en parleras mieux que moi, mais nous notre play c'est que dans un temps, je crois, très court, la société va être en la capacité de bouleverser entre guillemets les acteurs existants. Launcher c'est le bon exemple parce qu'en fait tu vois les 4 plays dont tu as parlé, c'est le pareil qu'on a fait au début avec Launcher. Okay. Launcher, Loïc est venu nous voir, on le connaissait bien, donc Loïc qui avait fait Tids avant, qui est venu nous voir avec Launcher en disant voilà, je sais qu'il y a quelque chose à faire sur ce marché, je sais pas encore quoi, mais il y a quelque chose à faire, on va commencer par là. Et donc là on a fait, qui était l'offre, et qui existe toujours sur Launcher avec un de leurs gros assets, qui est de dire en fait les employés il faut qu'ils déjeunent ensemble, c'est important, et donc on va leur filer des discounts s'ils font des commandes groupées, et ils ne feront plus la queue dans les restaurants. Donc ça c'est un peu l'usage. L'usage n'existait pas avant Launcher. Play concurrentiel qui arrive derrière, parce qu'une fois qu'ils ont creusé le marché, ils se disent ok, en fait c'est le ticket resto qui n'est pas du tout digitalisé. Les entreprises qui sont sur ce marché-là, ça fait 50 ans qu'elles existent, elles sont encore du format papier. Nous, avec notre expertise digitale, on peut les attaquer frontalement. Donc, le play concurrentiel de dire ok, voilà ce marché-là, ces acteurs-là, voilà comment il faut adresser par rapport aux concurrents pour aller gagner ce marché-là. Le play d'exécution, on a 100% fait confiance à Loïc quand il nous a dit qu'il y a quelque chose à faire sur ce marché et je vais être capable de le faire. Et donc le quatrième point pour Launcher, c'est le play réglementaire, parce que le marché des tickets restaurants en France est réglementé, donc ils devaient avoir une licence de tickets restaurants pour pouvoir lancer leur nouvelle offre. Voilà comment répondre à 4 plays avec en fait un seul qui est finalement d'avoir acheté la vision de Loïc et son pressentiment dès le départ. Ok. Quel est l'intérêt d'avoir fait cette démarche? D'avoir identifié d'avoir identifié ces plays. Mais en fait, qu'est-ce que tu en fais après? Alors évidemment, c'est l'entrepreneur d'entreprendre et de tout faire, mais comment tu peux l'aider? Moi, mon seul élément de conviction, c'est que ce travail permet à l'entrepreneur de choisir le VC avec lequel il va travailler. Ça, c'est un élément dont je suis sûr. J'ai identifié un enjeu réglementaire ou un enjeu business parce que je monte une boîte dans les satellites qui analyse les fonds marins, etc. Ok, le play, c'est de réussir à craquer la data, la typologie de data que je vais récupérer. Je vais m'adresser à Airbus Venture ou à un acteur peut-être hyper verticalisé qui va m'aider là-dessus. Toi, quel est ton élément de réponse par rapport à ça? Mais déjà, c'est obligatoire d'avoir
identifier, même si tu ne les connais pas tous, au moins les milestones que tu vas devoir franchir. On parlait des plaies réglementaires. Tu sais que quand tu fais Alan, quand ils montent une assurance, qu'ils veulent avoir l'agrément et que c'est obligatoire pour l'assuré. Donc tu as des plaies que tu peux identifier en avance et donc tu peux discuter avec le VC en disant voilà, il va falloir passer par ça. Et ça dépend des VC. Tu as des VC qui sont en fait assez risque adverses. Et donc tu sais que si tu as des gros plaies à faire avant d'arriver à ta vision, c'est pas forcément ceux que tu vas voir. Et il y en a d'autres où eux, qui sont à risque à reward, et donc où tu vas aller dès le premier meeting parler de tous les enjeux que tu vas devoir craquer, et de discuter avec le VC en disant voilà comment on fait et est-ce qu'on peut le discuter ensemble, de savoir comment on va les craquer un par un, même ceux qui arrivent. Et en plus de ça, et c'est ce qu'on disait au début, moi ce que j'aime beaucoup aussi dans le métier qu'on fait, c'est d'avoir le challenge qui arrive et de le transformer en opportunité. Et donc de savoir, et ça c'est l'entrepreneur quand il a la tête dans le guidon, c'est assez compliqué aussi. Parfois de te dire que ça c'est un challenge et que c'est peut-être pas la bonne façon de faire et tout. Et donc nous on est là aussi pour les aider à sortir parfois un peu la tête de l'exécution pure et de se dire ok, là on va se poser. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce que tu as fait sur les 6 derniers mois. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des points bloquants qu'on peut contourner et qu'en les contournant, on va trouver un marché encore plus gros, un nouveau play à faire et auquel on va s'attaquer tous ensemble. En plus de ça, Daphné nous c'est un peu particulier parce qu'on a toute une communauté derrière qui est là aussi pour aider. D'experts différents, donc une expertise très variée, marché, métier, industrie, qui est là aussi pour les aider, aller identifier tout ce dont l'entrepreneur pourrait avoir besoin et l'aider à franchir les obstacles le plus vite possible. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Et nous, vas-y, je t'en prie. Sur la communauté en plus, ce qui est pas mal, c'est que ça permet aussi à nous, dans notre due deal, d'aller identifier les plaies que l'entrepreneur va avoir. Et généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre l'entrepreneur directement en relation avec l'expert pour que lui aussi apprenne de mecs qui sont déjà passés par là. C'est intéressant ce que tu dis. Nous, chez Kebab, on a un modèle assez similaire pour être assez rapide, mais effectivement, d'avoir une communauté d'experts et de LPs qui sont des dirigeants ou ex-dirigeants de grands groupes. Et nous, notre play, il est surtout axé business. Et une société, si tu veux, qui arrive et qui doit craquer des enjeux de cycle de vente qui sont longs, notamment en France, etc., on sait qu'on va pouvoir lui apporter de la valeur. En tout cas, c'est intéressant de réfléchir à cette définition et cette notion de play pour choisir en adéquation un investisseur qui va t'apporter de la valeur et qui va te permettre effectivement de répondre à ces enjeux et à définir des milestones à respecter ou non, à faire évoluer, mais en toute transparence. Le troisième et dernier point dont je veux parler avec toi, qui va faire la notion avec cette notion de play, qui va faire le lien avec cette notion de play d'un point de vue macro, c'est d'un point de vue très macro, l'évolution de l'écosystème VC. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, on va pas refaire toute l'histoire, mais on a de plus en plus de financement, des valorisations de plus en plus hautes. Et nous, notre play principal, nous, au côté VC, c'est de vendre un jour ces entreprises. C'est notre modèle, tout le monde le sait, etc. Et normalement, ça doit se faire au bout de 5, 6, 7 ans. Ça peut se faire plus tôt. Généralement, ça peut se faire plus tard également. Mais c'est notre play. Aujourd'hui, les valos sont hyper hautes, les tickets sont extrêmement hautes. On a réussi à prouver que tout un écosystème se crée du seed à la série A. Il commence à se créer au niveau de la série B. En tout cas, il est certain qu'il ne s'est pas encore créé au niveau du gros et encore moins des sorties. Des sorties en 2018 en France, il y en a 26, sur un nombre bien plus important de levées. Et les montants des sorties sont extrêmement décorrélés des valos aujourd'hui qu'on a en série A. Quel est, ton avis sur le sujet, parce que nous, on est obligé d'avoir une conviction sur des éléments de sortie, et 2, qu'est-ce que tu conseilles aux entrepreneurs par rapport à cette question de l'environnement de sortie, comment l'aborder et justifier cette valo avec les VC quand ils les rencontrent? Sur ton premier point, c'est assez marrant et qu'on a vu pas mal dans les dernières années, c'est le ton alarmiste de dire l'investissement explose, les valos explosent et ça ne suit pas derrière. Oui, mais c'est normal en fait parce que tu as des cycles qui arrivent, qu'on a vu il y a 6 ans où en fait l'investissement en seed est arrivé massivement, donc ça a permis à des boîtes de passer la prochaine étape,
3 ans après, il y a des fonds de Serie A qui sont créés parce qu'il y avait de plus en plus de bons projets qui arrivaient du site en Serie A, donc un besoin marché. Enfin, Daphne sort d'ailleurs de ce besoin-là. Ouais. On arrive là aujourd'hui avec des capitaux étrangers et même français. Enfin, il y a des fonds grosses français qui sont créés justement pour répondre à ce besoin de boîtes qui arrivent de plus en plus tard, qui arrivent en fait à l'époque où c'était 90% des boîtes qui mouraient entre le site et le Serie A, c'est plus du tout le cas. Ouais. Il y en a beaucoup plus qui passent la Serie A, qui lèvent une Serie B. Mais je pense qu'il faut encore attendre un peu de temps avant que les investisseurs en gros arrivent parce qu'ils ont spoté l'opportunité en France. Et donc on a encore finalement 6 ans d'après les cycles pour aller trouver des solutions pour les élites. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas du tout assez de fonds de late stage en France, que ce soit français ou étranger. En tout cas, il n'y a pas assez de capitaux de grosses qui arrivent dans les boîtes françaises. Et les exits, n'en parlons pas, parce que ce qu'on voit en fait, c'est que les entreprises françaises et européennes n'ont pas les poches assez profondes, ou alors en tout cas ne veulent pas mettre la main assez profondément dans la poche pour acheter les nouveaux players digitaux qu'on finance au valo qu'on espère. Ouais, c'est qu'est-ce que tu conseilles aux entrepreneurs justement par rapport à ça de toute façon, aujourd'hui, tu n'as plus le choix que d'être international, d'être global. Parce que sinon, tu restes dans ton petit marché et c'est très bien. Et tu fais des super boîtes. Et ça, c'est un autre sujet. Je pense que je pourrais en parler avec quelqu'un d'autre dans une autre vidéo. Mais c'est est-ce que tu as besoin de lever là-dessus Parce que tu as énormément de belles boîtes qui peuvent se créer sans avoir forcément besoin de financement de VC. Et voilà. Et sauf que si tu veux être financé par des VC et avoir, on a parlé de la vision tout au long de la vidéo, une vision qui est énorme, qui est de vraiment être le leader de ton marché, que tu crées ton marché ou que tu prennes la place de leader d'un marché existant, il faut que tu sois global. Tu n'as pas le choix. Mais donc tu paries quand même sur l'évolution d'un marché français qui va se structurer sur un cycle de 3 à 6 ans. Et donc tu n'es pas obligé nécessairement de partir à l'étranger pour avoir la monnaie de ta pièce sur tes scénarios d'exit, etc. Parce que tu as une forte conviction sur l'évolution de notre marché. Oui, non mais ça, on le voit en fait. Moi je suis peut-être un naturel optimiste, mais on le voit même dans ces 3 dernières années. Tu as des facteurs macro qui ont fait que la France est devenue beaucoup plus attractive. Parce que tu vois, Station F, Macron, au Brexit, à Trump, tu as plein de facteurs qui ont fait que la France a été un peu dans le viseur de beaucoup de capitaux étrangers. Donc ça va nous permettre de garder en France, et puis surtout on a des talents en France qui sont pas chers et super bons. Donc on a énormément de belles choses en France, et tu peux très bien garder ta boîte en France et devenir une boîte globale, mondiale, leader sur ton marché. Et tu regardes dans la vieille industrie, on a quand même des très beaux leaders. Tu regardes LVMH dans le luxe. Bien sûr. On a des très beaux leaders internationaux qui ont leur siège social en France. Donc tu peux très bien avoir ton siège social en France, devenir une boîte leader et même te fêter au Nasdaq. Tout à fait. Si, en conclusion, est-ce que pour toi, est-ce que je résume bien la chose en disant, en tout cas moi c'est ma conviction, j'aimerais qu'un entrepreneur, quand je le rencontre, et je pense que ça nous ferait gagner beaucoup de temps et ça te permet d'avoir les idées bien cadrées, il présente évidemment son projet et l'ensemble des points positifs, comme on le disait, de ce qu'il a pu faire aujourd'hui, l'existant, qu'il soit financier, commercial, humain, l'ensemble des détails. Il présente évidemment sa vision, où est-ce qu'il veut aller, quel marché il veut bouleverser, etc. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette notion de play, ça sera à l'entrepreneur évidemment de la définir, c'est évidemment pas au VC, mais c'est intéressant que nous on la comprenne et qu'on y adhère et qu'on ait une conviction, que l'entrepreneur présente 1, 2, 3 points clés qui selon lui pourront évoluer, vont permettre de craquer l'équation pour arriver à cette vision. Et aujourd'hui, c'est un pari que toi, et ça va être notre boulot, va faire et on va devoir se faire une conviction sur le sujet. Ouais. Est-ce que tu as c'est génial parce que ça veut dire que aussi l'entrepreneur a une vision très claire de ce qu'il attend, de ce qu'il va faire et après, et c'est en débattant justement de ces plaies qu'il attend que tu vas voir aussi un peu déjà la relation que tu peux avoir avec lui. Parce que finalement, l'investissement d'un VC dans une boîte, c'est comme un mariage. C'est-à-dire qu'il faut que l'entrepreneur et l'investisseur qui sera au board s'entendent bien et la même vision et puissent discuter et puissent débattre. Et donc parler justement, mais même lors d'un premier meeting,
ça montre déjà si bah, tu vas être capable de débattre et d'avancer. Et pour l'entrepreneur, c'est génial parce que ça veut dire que, en gros, si dès le premier meeting, l'investisseur que tu as rencontré t'a fait réfléchir, t'a fait avancer sur tes points qui te bloquent, toi, qui sont un peu challengeants, ça veut dire que tu sais que ça va être une relation gagnant-gagnant. Ouais, bien sûr. Alors que si tu lui expliques ces points et que en face de toi, tu as un mec qui est stoïque, qui est bloqué et qui va pas essayer de réfléchir avec toi et d'avancer, bah, tu sais que ta relation a quand même plus de chances d'aller dans le mur. Très clair. Surtout que tu vas être accompagné 6, 7, 8 ans avec la même personne. Voilà. Ok, donc les prochaines personnes qui vont venir nous voir et qui vont venir te voir, elles vont arriver avec des points positifs, une vision et un ou deux plaies. Voilà. Ça se dira. Et après, c'est à nous d'être bons et en forme pour leur prouver qu'on peut aussi leur apporter de la valeur. Super, merci Paul Exactement. et à très bientôt. Salut.